Bonjour à tous et bienvenue à la mini-conférence de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, nous vous proposons de partir à la découverte des métiers de l'animation avec des professionnels qui vont nous donner des informations concrètes sur ce secteur. Pendant toute la durée de cette conférence, vous avez la possibilité de poser vos questions aux intervenants via le chat situé en bas à droite de votre écran. Nous prendrons le temps de répondre à toutes vos questions. Je vous propose en premier lieu de faire un tour de table afin que chaque invité puisse se présenter. Est-ce que, Monsieur Cuisinier, vous voulez commencer? Oui, pas de problème. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Michel Cuisinier, je suis directeur d'un centre socio-culturel et sportif à Michel-Laïc en Charente, près d'Angoulême, à Saint-Yrieix-sur-Charente. Voilà, et je gère donc un équipement qui comporte 1300 adhérents. Et après, voilà. Et je fais partie d'un syndicat employeur également. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Ensuite, qui souhaite se présenter? Je veux bien. Je suis Christophe Sauveau, je suis délégué formation à l'Union régionale des Francas de Nouvelle-Aquitaine au titre de la Fédération nationale des Francas. Les Francas qui proposent des formations de volontaires, BAFA, BFD, mais également des formations professionnelles de la filière jeunesse, éducation populaire et sport sur l'ensemble de la région de Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Merci, Monsieur Sauveau. Ensuite, Monsieur Roussel, vous souhaitez vous présenter? Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc Pierre Roussel, je suis le représentant du syndicat employeur de la branche de l'animation au niveau régional Nouvelle-Aquitaine. Et je suis aussi membre de ce qu'on appelle une commission paritaire nationale emploi-formation qui gère un peu l'évolution et le suivi des formations et des emplois dans l'animation. Et par ailleurs, je suis président d'une association qui gère un centre, ce qu'on appelle d'accueil polyvalent, qui accueille des séjours de vacances, des stages, des séminaires, voilà, et qui recrute donc aussi des animateurs et animatrices à différents niveaux. Merci. Très bien. Et justement, nous avons une animatrice avec nous. Est-ce que vous souhaitez vous présenter? Oui, bien sûr. Bonjour à tous et à tous. Je m'appelle Mamko Doufal et je suis animatrice, formatrice FLE dans un centre social à Limoges. Et je suis aussi accompagnatrice sociale pour des publics adultes non francophones. Très bien. Et pour que le public puisse bien cerner le métier d'animateur, je vous propose justement dans un premier temps d'avoir le témoignage de Madame Fall afin de comprendre quel est le rôle d'une animatrice et ensuite de découvrir avec nos différents intervenants les besoins en recrutement sur notre territoire, les différentes certifications existantes, ainsi que les profils recherchés pour ce type de métier. Du coup, Madame Fall, est-ce que vous pouvez nous en dire plus en premier sur votre parcours? Comment vous êtes devenue animatrice? Alors, moi, mon parcours est un peu atypique parce que je suis juriste de formation et je suis tombée dans l'animation parce que j'avais un projet de maison de justice à la fin de mes études juridiques. Et c'est là que j'ai rencontré l'association Alice, qui avait un centre social aux coutures et qui œuvrait dans l'accès aux droits des personnes. Donc, j'ai commencé dans l'animation via des activités d'accès aux droits. Et puis, de fil en aiguille, je me suis formée à l'animation d'ateliers d'apprentissage du français. Et j'utilise des méthodes d'animation dans l'apprentissage du français. D'accord. Et quel diplôme vous avez, du coup, dans l'animation? Alors, pour l'instant, je n'ai pas de diplôme dans l'animation. D'accord. Mais je peux dire que j'ai 5-6 ans d'expérience dans le centre social. D'abord en tant que médiatrice
et j'animais des groupes d'adultes, notamment de femmes d'origine étrangère. Et après, je suis passée sur l'animation d'ateliers d'apprentissage du français avec une formation, par contre, de formatrice FLE. D'accord. Et dites-nous, qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans votre métier, dans votre activité? Alors, dans mon activité, ce qui m'intéresse le plus, c'est plutôt la relation avec le public et le fait d'utiliser les supports d'animation pour en fait identifier les besoins et les freins qu'on peut avoir dans l'accompagnement social, de mettre en lien l'animation et l'accompagnement des publics. D'accord. Et vous, du coup, enfin, souvent quand on pense à l'animation, on pense public enfant, et du coup, vous, c'est pas du tout votre public. Vous êtes vraiment sur de l'adulte. Public. Non, pas du tout. C'est plutôt d'adulte, oui. C'est important. Oui, bien sûr. Ici, dans notre centre social, on a un accueil de loisirs où on a vraiment des profils type d'animateurs avec des diplômes comme le BPGEPS, le DEGEPS en coordination de secteur. Et moi, je suis plutôt dans le pôle inclusion-insertion qui utilise aussi des techniques d'animation pour accompagner ces publics-là, adultes. D'accord. Et dites-nous, pour vous, par exemple, la qualité essentielle pour être animateur ou animatrice, pour vous, ce serait laquelle? La qualité essentielle, de mon point de vue, ce serait être à l'écoute, pouvoir être à l'écoute de l'autre. Parce que c'est quand on est à l'écoute de l'autre qu'on peut interagir de différentes manières et qu'on peut identifier les besoins. D'accord. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir présenté votre métier, votre parcours. Alors, nous allons maintenant mettre en lumière les tendances régionales sur ce métier, les diplômes, les formations, avec l'aide de nos invités. Alors, par expérience, vraiment, à Cap Métiers, lorsque les personnes elles viennent nous voir, elles souhaitent en savoir plus sur les perspectives d'emploi au niveau de la région ou de leur département. Pour vous, le métier d'animateur, est-ce que la tendance est favorable? Je pense que vous n'avez pas le micro, Monsieur Roussel. Comme je suis… la tendance, alors elle n'est pas forcément spécifique à la Nouvelle-Aquitaine, mais on voit que les principales demandes et les besoins se trouvent dans le domaine ce qu'on appelle l'animation socio-culturelle, l'animation en direction des enfants et des jeunes, qui est le principal porte d'entrée. Mais on voit bien que cette porte d'entrée, elle donne accès à plein d'autres portes possibles. Donc, c'est vraiment ce domaine de l'animation qui est le plus important. Aujourd'hui, il peut y avoir, par contre, des évolutions qui se mettent sur aussi la question de l'animation pour des personnes en situation difficile ou en situation de handicap ou personnes âgées qui demandent quelques caractéristiques de compétences un peu plus précises. Mais effectivement, c'est là que les principales demandes se jouent dans les domaines des pratiques culturelles, artistiques, activités physiques, l'éducation scolaire et périscolaire. C'est la principale demande dans notre champ, avec des niveaux de compétences qui aujourd'hui sont celles du niveau du bac, voilà, niveau 4 comme on dit. Voilà. Et le milieu rural, une des caractéristiques de nos métiers, c'est que c'est des métiers des emplois locaux qui font partie intégrante de la vie d'un territoire. Et ce qui peut être important pour des jeunes et des moins jeunes qui veulent aussi s'inscrire dans une animation, dans un emploi, dans leur environnement ou pas. Mais voilà, c'est possible. D'accord. Et un animateur recruté, quel type de contrats sont pratiqués pour eux? Est-ce que c'est
des CDD, est-ce que certains peuvent avoir des CDI? Alors, dans le cœur du métier d'animateur, il y a à peu près, je veux dire très succinctement, c'est des données 2020, alors, qui étaient sur le rapport sur l'année 2019, en fait, l'étude, mais elle était édite en 2020, et on sait que 2020, ça a été une année particulière, donc je vais donner plutôt les tendances avant. Alors, on reviendra sûrement si tout se passe bien, mais il va y avoir quand même des évolutions de pratique suite à la crise sanitaire. Donc, en gros, sur 125 000 emplois principaux d'animateurs, il y en a 70% en CDI et 30% en CDD. Mais l'autre caractéristique aussi, par contre, c'est que il y en a une grande partie qui sont en temps partiel, parce que d'une part, les employeurs sont de taille petite, donc au niveau du personnel, beaucoup des demandes qui sont souvent hors temps scolaire ne donnent pas forcément l'occasion d'avoir des temps pleins. Donc, une des caractéristiques, beaucoup de CDI, mais beaucoup de temps partiel. Oui, et puis les personnes, elles travaillent aussi sur les temps de loisirs, les temps culturels, donc forcément, il y a une partie de la journée qui peut être un petit peu bloquée. Le principal recruteur d'un animateur socioculturel, ça serait le système associatif, par exemple? Oui, c'est 96% des employeurs sont des associations. Et du coup, je me demandais aussi, par exemple, le diplôme le plus recherché par un employeur. Alors, le diplôme de référence aujourd'hui de l'animation, c'est ce qu'on appelle le brevet professionnel jeunesse, éducation populaire, sport, qui est la filière, effectivement, éducation populaire dont parlait Christophe, qui peut se décliner en plusieurs options, qui sont loisirs tout public, des animateurs qui peuvent travailler avec des enfants et des jeunes. Ça, Christophe en dira plus précisément les éléments, mais d'autres champs, qui peuvent être l'environnement, l'animation sociale et le cirque, par exemple. Voilà. C'est le diplôme de référence. Ça ne veut pas dire que les besoins de diplômes plus élevés n'existent pas, mais c'est là où il y a le plus de recrutement, parce qu'il faut se dire aussi que c'est une branche qui a beaucoup de, comme on dit un gros mot, le turnover, le changement, qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui rentrent, mais il y a beaucoup un peu moins jeunes, mais restent jeunes, qui partent. Donc là, il y a 20% des salariés qui ont moins de 25 ans, et puis la durée on va dire juste autour de 34 ans, c'est là où il y a le plus de départs. Donc il y a beaucoup d'entrées, mais il y a beaucoup de départs. D'accord. Et Monsieur Cuisinier, du coup, vu que vous êtes directeur du coup d'un centre social et socioculturel, vous cherchez quel type de profil du coup quand vous cherchez à recruter? Alors, nous, par rapport au contexte actuel et les choses qui se dessinent pour les années à venir, on s'aperçoit que les 3 domaines dans lesquels on a des besoins qui sont pas forcément toujours pourvus, c'est le domaine de la petite enfance. Il y a une grosse politique d'État autour de la petite enfance actuellement, sur la création de MAM, de maisons de la petite enfance, d'accueil collectif de petits. Et là, on a du mal à recruter des éducatrices de jeunes enfants et des auxiliaires de puériculture. Donc, il y a vraiment des possibilités dans ce domaine-là et il y a beaucoup de besoins par rapport à ça. Deuxième demande où nous, on recrute pas mal, c'est tout ce qui est nouvelles technologies. Imaginez bien qu'aujourd'hui, on traite énormément de choses par les nouvelles technologies et on a un public qui n'est pas forcément formé, adapté, notamment un public senior de plus en plus fréquent dans nos structures et important en nombre. Et on a besoin d'avoir des gens qui soient à la fois des techniciens de l'informatique, mais aussi des pédagogues de l'informatique, parce qu'on croit que tout le monde a Internet maintenant et que tout est réglé, mais pas du tout. J'en ai encore eu l'exemple ce matin avant de prendre la visio. Et troisième domaine dans lequel on recrute et on a aussi des difficultés et des demandes, c'est tout l'aspect de la parentalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a du mal à recruter des référents de famille, par exemple. Les référents de famille dans les centres sociaux, ce sont des gens qui sont en relation avec les familles et qui traitent de tout ce qui a trait à la parentalité. La formation d'origine, c'est conseillère en économie sociale et familiale. Il s'avère qu'aujourd'hui, il y a un déficit important dans ce domaine. En tout cas, je parle pour la Charente, ça j'en suis sûr. Sur le plan national, je pense que c'est aussi le cas. Donc voilà, donc s'il y a bien des domaines dans lesquels il y a des besoins de recrutement et des compétences à faire valoir, c'est ces 3 domaines-là
la petite enfance, la parentalité et les nouvelles technologies. Voilà, je pense qu'il y a des voies intéressantes à traiter et des formations correspondantes. D'accord. Et vous, monsieur Cuisinier, quand vous recherchez à recruter une nouvelle personne, vous cherchez chez elle quel type de qualité? Alors, on cherche une compétence, on cherche pas forcément un diplôme. Le diplôme, on le cherche parce qu'on nous oblige à l'avoir dans des sphères administratives. Mais en termes de compétences, nous, on va sur l'adaptabilité, l'empathie et la polyvalence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin de gens qui soient ouverts, qui soient transversaux dans leur fonctionnement, tout en ayant quand même des missions bien encadrées et spécifiées. Voilà. Mais on a quand même besoin d'une souplesse de fonctionnement et d'une empathie par rapport au public. Ça va au-delà de l'écoute, c'est-à-dire que l'écoute peut être active ou passive. L'empathie, elle est active automatiquement. Donc pour nous, l'empathie, elle est importante dans notre domaine de travail, y compris pour des gens qui n'ont pas de problème particulier, mais qui ont besoin d'échanger, de passer du temps, de discuter. Et notre principal travail, c'est le lien social, c'est le lien, c'est-à-dire prendre du temps pour parler avec les gens. Et ça, c'est pas quantifiable et on essaye d'y travailler auprès de nos partenaires pour que ça soit un réel métier. Voilà. Merci, monsieur Cuisinier, pour… Alors, on parlait aussi tout à l'heure des diplômes. Il en existe plusieurs des diplômes dans les métiers, dans le secteur de l'animation. Donc, on a parlé du BAFD, du BAFA. Est-ce qu'il y a d'autres diplômes, du coup, qui existent? Oui. Oui. Le BAFA-BFT n'étant pas des diplômes professionnels, étant des diplômes basés sur le volontariat, et qui permettent d'accéder aussi, puisque ça fait partie des prérequis, à des formations professionnelles telles que le BPGEPS, le brevet professionnel que Pierre parlait tout à l'heure. Mais avant ce brevet professionnel, depuis février 2019, a été créé dans la filière jeunesse, éducation populaire et sport, le certificat professionnel de CPGEPS, qui permet, d'une part, puisque un des constats, c'était que beaucoup d'animateurs travaillaient avec des contrats avec des diplômes de volontariat, comme le BAFA, donc pour amener la professionnalisation aussi, puisque le CP est un diplôme professionnel, et permettre l'accès au plus grand nombre à cette professionnalisation, le CPGEPS correspond, et le début d'un parcours de professionnalisation tout le long de la vie, puisqu'à partir du CPGEPS, après, on peut évoluer avec le BPGEPS, qui est donc le niveau 4, et qui sont des diplômes d'animation, là, d'animateurs. Et par la suite, arriver sur des DEGEPS, que Mme Fall parlait tout à l'heure, qui sont des diplômes de coordination pour arriver et finir sur un DESGEPS, un diplôme d'état supérieur, qui est un diplôme de direction de structure et de projet. Chaque diplôme, ce qui permet, quand on est jeune, de pouvoir aussi se projeter dans le temps et avoir et voir une progression dans les fonctions et dans les missions que l'on peut avoir. Le BPGEPS, pour revenir, alors le CPGEPS, pardon, je vais revenir d'abord sur le CPGEPS. Il y a une mention qui s'appelle animateur d'activités de vie quotidienne, qui en fait est un diplôme qui va amener les animateurs qui aujourd'hui interviennent beaucoup sur les temps périscolaires, comme on le signifiait tout à l'heure, mais aussi sur des accueils de loisirs, à interroger ce temps de vie quotidienne. Et aujourd'hui, avec la pandémie, est d'autant plus interrogé autour de ça, sur l'accompagnement des enfants. Et donc, il y a tout un volet de connaissances des publics. C'est un diplôme qui n'est pas exclusivement dirigé vers des animateurs d'ACM, puisque c'est aussi avec CPGEPS, on peut aussi intervenir, comme le disait Pierre tout à l'heure, ou M. Cuisinier, sur des publics de personnes âgées également, avec cette mention-là,
Pour la suite, il y a le BPGEPS. Donc, comme le disait Pierre Roussel tout à l'heure, BPGEPS avait des mentions diverses et variées. Nous, au Franca, on développe la mention loisirs tout public, qui est une mention d'animateur d'ACM avec une compétence autour de la direction d'ACM qui permet de diriger des accueils collectifs de mineurs au cours des vacances scolaires ou des accueils périscolaires. Voilà. On développe également un BPGEPS, pardon, avec une mention éducation et environnement vers le développement durable, puisque dans notre projet, en fait, toutes ces formations correspondent un petit peu au projet que l'on porte et que l'on défend. Et il y a inscrit cette dérogation sur le développement durable et sur l'éducation et l'environnement des jeunes. Aujourd'hui, c'est un peu d'actualité avec les politiques publiques sur la transition écologique. Voilà. Et on développe donc aussi sur tous les 2 ans à peu près, parce que c'est une formation qui dure 2 ans, un DEGEPS qui permet d'avoir un suivi à partir de… On peut avoir une ambition où on peut arriver à se projeter à partir du moment où on passe le BAFA jusqu'à devenir coordonnateur, voire directeur de structure au cours de sa carrière. C'est aussi intéressant pour ça, parce que sur chaque diplôme, on acquiert des compétences de savoir-être, mais des compétences aussi de savoir-faire autour du métier, avec une connaissance des publics un peu plus approfondie en fonction du diplôme, des techniques d'animation, des projets, d'une méthodologie de montage de projet et du sens que l'on peut y mettre. Donc, voilà, un petit peu toutes ces formations. Voilà. Et l'avantage des formations des GEPS, Jeunesse, Éducation populaire et Sport, ce sont des formations qui se déroulent en alternance. Il faut savoir qu'il y a des semaines en centre de formation et des semaines sur des structures où on peut expérimenter un petit peu ce que l'on a vu et acquérir de l'expérience. Voilà, sous toutes les formules d'alternance qui existent aujourd'hui, hein, soit du contrat de professionnalisation, mais aussi de l'apprentissage. De l'apprentissage, ce qui est intéressant aussi dans des perspectives de développement et d'intérêt personnel pour chacun. Même ça permet d'acquérir aussi de l'expérience professionnelle. Totalement. Et si la formation n'est pas faite par apprentissage, il y a une possibilité aussi quand même de faire des stages en formation? Elle est faite en alternance, donc automatiquement. Il n'y a pas forcément que le statut d'apprenti, il y a aussi tous les autres statuts qui correspondent à l'alternance. Si je ne fais pas mon diplôme en alternance, est-ce que j'ai la possibilité de faire des stages? C'était ça ma question. La formation, elle est posée en alternance. Après, oui, pour en faire des stages. Ça marche. Du coup, et pour financer du coup une formation chez vous, ça se passe comment? Alors, les financements de formation. Après, peut-être que Pierre complétera. Oui, il n'y a pas de souci. Ça. Dans le cadre du CFA, enfin, dans le cadre de l'apprentissage, il y a des financements dédiés par France Compétences dans le cadre des politiques d'État et du plan de relance aujourd'hui. Donc, ça ne coûte logiquement rien du tout aux stagiaires, puisque c'est tout pris en charge. Dans le cadre des autres systèmes d'alternance, c'est la même chose, où dans ce cadre-là, c'est aussi l'OPCO qui prend en charge la formation, où il peut y avoir des financements par Pôle emploi ou par la région, puisque certaines formations font partie du plan régional de formation du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et qui sont à destination des jeunes ou des personnes qui sont en demande d'emploi. Donc, le principe de la formation, c'est que ça ne coûte rien à la personne qui vient se former, quoi. Ok, c'est important de le dire aussi
que ça peut être finançable. Monsieur Roussel, est-ce que vous voulez compléter la réponse de Monsieur Sauveau? Non, mais je crois que Christophe a bien décrit les procédures. Soit c'est des formations prises en charge par des titres par les employeurs, soit directement sur leur fonds, soit par des fonds de formation qui s'appellent les OPCO, on va dire comme ça, et soit par des dispositifs d'État ou de collectivités locales ou régionales sur financer en particulier les demandeurs d'emploi qui sont pris en charge par la région. La formation continue, c'est plutôt les employeurs. Et alors, il y a l'éducation nationale quand même qui met en place aussi des formations, qui commencent à mettre en forme des bacs sport, des bacs pro animation et sport, qui démarrent depuis peu de temps, mais aussi à l'université, qui donc la formation coûte ce que coûte l'université quand on s'inscrit, en particulier à Bordeaux, l'IUT Carrière Sociale, qui fait des formations, l'animation, des licences professionnelles de l'animation et master de pro de l'animation. Voilà, en gros, les dispositifs, Christophe les a bien. Mais en général, les participants aux formations, les formations sont prises en charge. D'accord, très bien. Et une fois que je suis diplômée, j'ai mon diplôme en poche et je souhaite trouver un emploi, est-ce que c'est le réseau professionnel qui va me permettre de trouver un emploi ou ça va se passer par annonce? Les modes de recrutement se passent comment du coup dans ce secteur-là? Alors pour notre part, en tant qu'organisme de formation, on est dans une obligation aujourd'hui dans le cadre d'une certification qualité d'accompagner à la sortie de la formation les personnes qui n'ont pas d'emploi ou qui ont leur emploi qui se termine à ce moment-là, de les aider à la recherche de structures qui pourraient être employées. Donc on reçoit de la part de certaines structures des offres d'emploi que l'on diffuse et voilà, et on vérifie après avec les jeunes qui y ont répondu ou pas. Ça, c'est de notre côté, voilà, en tant qu'organisme de formation. D'accord. Monsieur Roussel, vous voulez ajouter? Oui, juste dans nos métiers, effectivement, la fonction réseau, je vais l'appeler comme ça, est très importante. C'est-à-dire que c'est un peu de l'imprégnation dans le milieu et quand on avance dans ce milieu et qu'on se forme, sachant que c'est des métiers, une branche des métiers qui investit le plus dans la formation. En même temps, il y a du changement, etc. Mais c'est une des branches qui investit le plus dans la formation, ce qui fait que ceux qui sont déjà un peu dans le réseau trouvent souvent de l'emploi par ce biais-là. Mais pour le reste, il reste aussi, il y a des demandes d'emploi passant par Pôle emploi ou d'autres dispositifs sur des sites différents, que ce soit des centres sociaux, de la branche de l'animation, etc., qui diffusent des offres. Et il y a les collectivités locales qui sont aussi des gros recruteurs aussi de personnel de l'animation. Voilà. Il n'y a pas que le secteur, on va dire, privé qui recrute, mais comme c'est des emplois qui sont, comme le disait, je ne sais plus, Michel, je crois, c'est des métiers qui visent l'utilité sociale et environnementale à ancrage local. Donc, les collectivités, elles sont concernées par ces enjeux-là. Du coup, ça veut dire qu'il est possible d'être fonctionnaire quand on est animateur, en passant des concours. Fonction publique territoriale. Voilà, donc il est possible de travailler dans le secteur privé, dans le secteur associatif et aussi d'être fonctionnaire. Donc il y a des concours à passer de la fonction publique avec le… Oui. Alors, est-ce qu'on a des questions qui ont été posées via le chat? On n'a pas de questions dans le chat aujourd'hui. Alors, moi, je vous ai posé du coup à peu près l'ensemble de mes questions. Alors, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose avant qu'on termine du coup cette table ronde? Après, peut-être pour revenir juste sur
sur les formations GEPS et le lien avec les collectivités ou devenir, comme vous disiez, fonctionnaire. Le CPGEPS, aujourd'hui, donne accès au concours de la fonction territoriale sur la filière animation pour devoir être à un niveau, pas au niveau, pas de l'échelle, mais au niveau intermédiaire, quoi. C'est-à-dire, il permet l'accès au concours d'animateurs territoriaux, je ne sais plus exactement, voilà, première catégorie, je crois. Voilà, mais il permet d'accéder à ce concours-là, le CPGEPS. D'accord. Donc, par le biais du CPGEPS, ou il est possible d'y accéder par le biais d'un autre diplôme aussi? Un DUT, par exemple? Ou un BUT, comme… ah oui, oui. Après, les concours dans la fonction territoriale… il y a des critères. Voilà. Accessible par plein de diplômes. Très bien. Est-ce que, Monsieur Cuisinier, vous souhaitez rajouter quelque chose? Ou Madame Fall, avant qu'on clôture cette table ronde? Alors, moi, j'ai peut-être du coup une dernière chose à vous demander. Si vous avez un conseil à donner à un jeune qui souhaite se lancer du coup dans le métier de l'animation, quel conseil vous pourrez lui donner pour qu'il puisse du coup se lancer du coup dans cette formation? Moi, je veux bien donner un conseil parce que c'est comme ça que j'ai commencé. C'est que je pense que comme on a 17, 18, 19 ans à choisir un métier et qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut faire et qu'on ne sait pas ce que c'est que le métier, la meilleure manière de faire, c'est de venir voir comment il est. Et donc, moi, je propose souvent à des jeunes de faire des petits stages d'immersion chez nous. On les accueille volontiers. Ils viennent passer une semaine, 15 jours, un peu plus, 3 semaines s'ils peuvent, voilà. Et ils viennent voir ce que c'est que le métier de l'animation. Parce que les 3 jours du collège, c'est sympa, mais c'est un peu court pour montrer la vaste étendue de notre métier et de nos métiers, parce que je pense que dans le métier d'animateur, il y a plusieurs métiers. Voilà, donc la meilleure manière, c'est l'immersion. Et puis ensuite, c'est faire marcher ces réseaux. On n'a pas parlé des fédérations, mais les fédérations d'éducation populaire sont aussi des vecteurs d'emploi pour pouvoir aller vers elles. Et elles sont souvent aussi formatrices. Donc, on peut aller, comme les Francas, on parlait Christophe tout à l'heure, mais il y a aussi la Ligue de l'enseignement, Léo Lagrange, les MJC, voilà, enfin différentes fédérations contactées et qui sont capables de vous donner des éléments très concrets. Mais venez voir comment ça se passe. Et je pense qu'avec la période qu'on vit aujourd'hui, le métier d'animateur a un bel avenir devant lui. Madame Fall, vous avez un conseil à donner à un jeune qui souhaite débuter dans votre activité? Alors, j'irai dans le même sens que Monsieur Cuisinier. Je pense qu'il faut venir voir sur le terrain et on a un dispositif pour les jeunes qui sied à cette… voilà, c'est le service civique. Venir faire un service civique dans les centres sociaux, ça permettra de voir les différents métiers de l'animation qu'il y a dans les centres sociaux. Et puis, on a assez de temps sur 6 mois, sur 8 mois pour voir les projets, voir comment ça se déroule et se fixer sur le métier d'animateur. Alors, Monsieur Roussel, Monsieur Savot, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, non, mais je rejoins tout à fait Cécile. Moi, j'ai commencé par ce qu'on appelle le stage BAFA, à l'époque où j'ai débuté ma carrière d'enseignant. Et c'est ça qui m'a donné l'appétence sur la question de la relation éducative, comme on dit, mais avec des aspects concrets. Et ensuite, effectivement, aujourd'hui, ça, c'est des possibilités par le biais du service civique en plus, parce que les fédérations et les actions d'éducation populaire le font bien. Dans le cadre des services civiques, ils essayent en général aussi de financer une partie de cette formation volontaire qui permet d'immerger, de comprendre ce que c'est que le lien éducatif. Après, il faut aller un peu plus loin quand on commence une démarche un peu plus de professionnalisation, justement, d'en rentrer aussi les autres enjeux
que l'activité directe avec les gens, mais l'environnement. Et c'est vrai que une qualité d'un animateur, quel que soit d'ailleurs son niveau de formation, c'est sa capacité aussi de travailler avec d'autres, de monter des projets, partager des projets avec d'autres en direction des publics concernés. Et que les actions d'éducation populaire aussi, qui sont pas forcément liées directement à des structures importantes avec beaucoup de personnel, ont souvent besoin de, puisqu'il y a que 66% des structures ont moins de 5 salariés, donc ont besoin d'animateurs qui s'occupent ont moins des fois une dimension sociale que des centres sociaux, quoi. Mais même si elle est au sens public particulier, locaux, à demande spécifique, à besoin spécifique. Très bien. Monsieur Savot, vous voulez ajouter quelque chose ou pas du tout? Moi, je ne peux que rejoindre ce qui a été dit. Et puis, à un moment ou un autre, on a tous, quand on est jeune, un camarade qui a travaillé déjà dans un centre de loisirs l'été, qui raconte ce qu'il a fait, voilà, où on a aussi vécu des colos, et aller voir l'envers du décor, c'est aussi ça qui est intéressant. C'est voilà, de faire le premier pas, et il y a des espaces qui permettent ça, quoi. Je veux dire, que ce soit les espaces des accueils de loisirs, des centres de vacances, voilà, qui permettent ça sur une période courte, où les exigences, où ça permet de découvrir ce qu'est un enfant et ce qu'est l'animation, sans qu'il y ait des enjeux derrière très, très importants au niveau des structures, tout ça, quoi. Donc voilà, on est sur de l'animation volontaire, et c'est toujours vivre une aventure entre copains, c'est toujours intéressant, quoi. Bon, du coup, si on pourrait résumer, on dirait un travail d'équipe, de l'immersion, aller tester le métier sur le terrain, et ça peut être la clé du coup pour tester, pour découvrir ces métiers. Et justement, on a une question dans le chat, et on nous demande s'il est possible d'avoir un job saisonnier dans le secteur de l'animation. Oui. Presque toutes les collectivités locales, je crois, par ailleurs, mais font des journées de job d'été. Alors, quelquefois, hein, dans notre filière, ça fait mettre les enjeux de la taille des vignes ou sur le maïs à la même hauteur que l'encadrement d'enfants, mais qui n'est pas forcément du tout les mêmes compétences. Mais l'été, il y a quand même, je disais, sur les 125 000 emplois dans l'animation, il y en a quand même 46 000 qui concernent directement les accueils de loisirs et séjours de vacances. Donc, il y a effectivement de la possibilité, sachant qu'aujourd'hui, quand même, en 2020 et peut-être cette année, il y a quelques complications du fait de la crise sanitaire. La crise sanitaire, les conditions, les restrictions qui peuvent avoir lieu. Voilà. Très bien. Alors, donc nous n'avons plus de questions dans le chat, on n'en avait qu'une seule. Je vous remercie tous d'avoir participé à cette table ronde, d'avoir pris du temps pour nous et de nous avoir donné vos lumières sur le métier d'animateur. Je vous dis peut-être à très bientôt. Merci, oui, Madame Fall, pour votre témoignage sur votre expérience. Et du coup, vous pouvez retrouver… Pardon ? Cet après-midi, il y a centré sur l'animateur, c'est mon job. Oui, alors ce matin, on avait la table ronde et cet après-midi, c'est le format, c'est mon job sur les métiers de l'animateur. Donc, vous allez pouvoir retrouver tous les événements et toutes les actualités de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine, du coup, sur le www.cap-métier.fr. Toutes les équipes de Cap Métiers vous souhaitent une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Merci à tous les invités. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.